Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux technologies des pompes et plus précisément aux pompes volumétriques. Alors, les applications des pompes ont des objectifs variés. On peut par exemple augmenter un débit, une pression, travailler avec des fluides plus visqueux, moins visqueux. On peut travailler avec des fluides chargés en solide aussi, avec des poussières en suspension par exemple. Et par conséquent, on va utiliser plusieurs types de pompes. On peut utiliser premièrement les pompes volumétriques, donc qui sont les pompes qui travaillent par variation du volume interne du corps de la pompe, par exemple un cylindre et un piston, on verra ça juste après. Et une deuxième famille qu'on appelle les pompes centrifuges, qui elles travaillent sur de l'énergie fournie par la vitesse de rotation d'un rotor dans une pompe. Alors comme je l'ai dit, dans cette première vidéo, on va s'intéresser aux pompes volumétriques et à leurs différentes types. Il y a deux types de pompes volumétriques, la pompe volumétrique alternative et la pompe volumétrique rotative. Alors la première pompe qu'on va étudier, les premières pompes qu'on va étudier, c'est les pompes volumétriques alternatives, donc c'est-à-dire des pompes qui, pour régler le débit fourni, on doit jouer sur la course d'un piston et sa fréquence de montée et de descente. Et donc la première pompe qu'on va étudier naturellement, c'est la pompe à piston, dont finalement le mouvement alternatif du piston va faire varier le corps de la pompe et le fluide va progresser. Et donc on va aspirer le fluide, fermer cela, comprimer le fluide avec un piston, ouvrir le clapet de refoulement, le fluide va ressortir et on va ainsi jouer sur le débit et la pression. Alors évidemment, comme je l'ai dit sans le dire, il faut des clapets en tire-tour, un clapet à l'admission et un clapet au refoulement. Et en fait, le fonctionnement, c'est clairement le même fonctionnement qu'un moteur de voiture. Alors, c'est pas la même application du tout, c'est pas les mêmes éléments qui sont mis en jeu, mais on a un piston, on a un cylindre, on va faire rentrer, alors dans un cas de l'air, dans l'autre un fluide, peu importe quoi, dans ce cylindre. On va le comprimer avec un piston. Alors, dans un moteur, on va le faire exploser pour produire du travail, etc. Dans une pompe, c'est pas le but, mais c'est vraiment les mêmes opérations. Alors le problème, l'inconvénient majeur de ce type de pompe, c'est qu'on va avoir une irrégularité dans le débit. En effet, pendant la phase d'aspiration, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau du débit. Enfin si, en fait, on va avoir un débit à l'aspiration. Puis quand on va fermer les clapets, là, il n'y aura plus de débit dans le circuit, puisqu'on va comprimer pendant un moment, et c'est quand on va ouvrir le clapet de refoulement que le liquide, le fluide, peu importe, va ressortir, et donc on va avoir un profil de débit qui n'est pas du tout régulier et qui a la forme qu'on voit sur le graphique qui est ici. Alors, pour régler ce problème, ou en partie en tout cas, on peut utiliser ce qu'on appelle les pistons à double effet, c'est-à-dire comme ceci. Et donc les pistons à double effet, on a le cylindre qui fonctionne tantôt en haut, tantôt en bas, et qui produit un double effet de compression. Par exemple, ici, on voit que le cylindre, le piston qui est dans le cylindre est en train de remonter. C'est la flèche rouge qu'on voit sur le schéma. Comme il est en train de remonter, ça veut dire qu'on crée une dépression dans la partie inférieure du cylindre et une surpression dans la partie supérieure. Cette dépression en bas va avoir tendance à aspirer du fluide ici par le bas. Alors on doit jouer sur les clapets évidemment, il faut fermer celui-ci, ouvrir celui-là, quoique celui-ci va s'ouvrir plus ou moins naturellement. Et donc on va aspirer le fluide par en bas, ici. Alors évidemment il faut qu'il y ait une étanchéité parfaite entre les deux compartiments, sinon ça ne marche pas. Et en même temps qu'on aspire le fluide par en bas, on comprime le fluide qu'on avait préalablement aspiré par en haut. Du coup, on peut ensuite rejeter ce fluide par en haut. Et la deuxième étape, quand le piston est monté à fond et qu'il va redescendre, eh bien c'est l'inverse, on va créer une dépression locale ici en haut, une surpression locale en bas, et du coup, on va aspirer en haut et comprimer en bas et refouler en bas. Ça permet d'avoir un profil de débit qui ressemble au graphique ici de gauche, et on peut jouer sur le nombre de pistons pour lisser la courbe de débit. On voit ici, avec 3 pistons, on a déjà une courbe qui commence à avoir une allure beaucoup plus régulière. Une autre pompe à piston qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la pompe à diaphragme. Alors la pompe à diaphragme, c'est exactement le même principe, c'est aussi une pompe à piston avec des clapets en tire-tour à l'admission et au refoulement, sauf que
Ce qui comprime mon fluide ici, c'est une membrane sous laquelle il y a de l'huile, et c'est cette huile qui est comprimée, cette membrane ici qui va comprimer le fluide qui est là. Alors, l'intérêt de ce type de pompe, c'est l'absence de contamination qui permet, donc la membrane ici sépare l'élément qui va comprimer du fluide. Du coup, c'est une pompe qu'on va utiliser beaucoup en agroalimentaire et même en pharmaceutique. Alors, on a parlé des pompes alternatives, volumétriques alternatives, on va maintenant parler des pompes volumétriques rotatives. Et donc cette pompe, c'est la vitesse de rotation qui permet de régler le débit fourni par la pompe. Alors on a ici un exemple de pompe à rotor hélicoïdal excentré, qu'on appelle aussi pompe moineau, ou encore queue de cochon. C'est pas la pompe moelle d'art, hein. Et elle fonctionne, comme son nom l'indique, grâce à une vis sans fin, dont l'axe de rotation va être un petit peu excentré. On voit que le système est un tout petit peu excentré ici. Et donc, en tournant, elle va comprimer du fluide qui est ici, et qui va s'échapper vers ici le refoulement. Alors, autre pompe rotative, on a la pompe péristaltique, qui fonctionne grâce à l'écrasement d'un tube ici par des galets, et qui va amener le fluide. Donc il faut s'imaginer que ce système ici, ce bras ici tourne, d'accord. Et donc il va amener le fluide de l'aspiration vers le refoulement, comme ceci. Autre pompe rotative. Alors je ne développe pas plus que ça les pompes. Si ça vous intéresse, vous irez faire un tour sur internet, creuser un peu les pompes péristaltiques si ça vous intéresse. Ici le but, c'est vraiment d'exposer les grandes familles de pompes, que ce soit volumétriques, rotatives ou alternatives. Et on s'intéressera un peu plus en détail dans les centrifuges, mais comme ça on aura parlé des pompes volumétriques et vous serez bien armés pour le futur. Donc je parlais des pompes à lobe, qu'on appelle aussi les pompes Roots, qu'on appelle aussi pompes à engrenage, et qui fonctionnent grâce à deux rotors synchrones, et qui vont du coup en tournant, alors on peut augmenter le nombre de dents, ici c'est des pompes à 3 dents, on peut augmenter ça, et qui donc en tournant vont comprimer un fluide et l'amener ici, donc de l'aspiration, hop, il va se faire entraîner et envoyer au refoulement. Alors ce genre de pompe permet d'atteindre des débits des débits volume assez élevés, sont très robustes, assez faciles, et elles ont l'avantage d'être sèches, donc c'est-à-dire, alors sèches, toute proportion gardée, si vous avez un fluide liquide dedans, elles sont pas sèches, mais ce qu'on appelle par sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas de film d'huile pour la lubrification des pales qui sont ici, ce qui permet d'éviter la contamination par ce film d'huile. Alors attention tout de même qu'on risque d'avoir la contamination par le frottement ici des lobes entre eux. Ces frottements vont produire des petits arrachements de poussière, de métal, qui peuvent du coup avoir une contamination pour le fluide. Alors elle marche bien pour la production de vide, puisqu'elle permet d'atteindre des pressions de jusqu'à 10 exposants moins 4 millibars, ce qui fait 10 exposants moins 7 bars. C'est pas mal pour une production de pompe à vide. Attention que la pompe à vide, on essaye de faire le vide, mais on n'obtient jamais des pressions... on n'obtient jamais le vide absolu non plus. On a ici un exemple de graphique. Alors c'est pas sa lecture qui est très intéressante, surtout que le graphique est très très moche. Ici un débit volume mètre cube par heure. Il n'y a même pas l'unité ici, c'est des pressions. Voilà, mais c'est pour vous montrer une allure de courbe d'une pompe volumétrique. La pompe à palette, qui est un peu le même principe dans l'idée que la pompe Roots, à part que les lobes sont remplacés par ici des petites palettes qui sont placées dans des encoches qui sont montées sur ressort. Et pourquoi pour permettre tout le temps un contact ici avec le corps de la pompe. Et donc on le voit ici, ce qui va se passer, c'est que le fluide va être amené par l'aspiration, les particules de fluide vont être ensuite envoyées dans le corps de la pompe ici, par les palettes qui sont en contact avec le corps, et envoyées au refoulement. C'est aussi des pompes qui sont très pratiques pour faire le vide, puisqu'on atteint le même genre de pression que la pompe Roots, donc des 10 exposants moins 4 millibars. C'est fiable, c'est pas trop cher, c'est compact et silencieux. Par contre, celle-ci, il faut les lubrifier avec un film d'huile, donc ça peut empêcher certaines applications. On a aussi ici un graphique qui est non plus pas très lisible, malheureusement, mais c'est aussi pour donner une idée des courbes, de l'allure des courbes des pompes volumétriques. Alors, en conclusion, ces pompes volumétriques, elles ont
intérêt d'être indépendantes du circuit sur lequel elles sont placées, donc c'est-à-dire indépendantes des pertes de charge que ce circuit va générer. Elles permettent d'atteindre des pressions de refoulement assez élevées avec un bon rendement, hein, on est sur du rendement de l'ordre de 90%. Les pompes centrifuges, les pompes volumétriques pardon, sont généralement auto-amorçantes, hein, ça veut dire qu'il faut pas les remplir avant de les utiliser. Hein. Par exemple, si vous voulez monter une petite pompe sur votre piscine, vous ne devez pas remplir d'eau la pompe avant, hein, elle se remplit toute seule. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que elles sont fortement sensibles du circuit de refoulement. Si on veut éviter tout risque d'explosion, il faut jamais fermer le circuit de refoulement parce que la pompe volumétrique, elle, va continuer à fonctionner et donc à comprimer du liquide sans voir que le circuit de refoulement est fermé. Et donc, la pression va augmenter jusqu'au moment où, boum, les conduites ou bien la pompe va exploser. Du coup, quand on utilise les pompes volumétriques, on évitera en tout cas de placer des vannes au refoulement, donc c'est-à-dire après la pompe. Voilà, dans la prochaine vidéo, on s'intéressera plus particulièrement aux pompes centrifuges. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.